Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. C'est aujourd'hui que s'est ouvert le procès de l'auteur présumé du coup de couteau asséné à une jeune étudiante mahoraise de 21 ans à l'époque des faits. Le 6 février 2011, cette jeune femme était retrouvée place Jean Jaurès à Tours. Elle était restée pendant plusieurs jours entre la vie et la mort. Son agresseur présumé était apparemment amoureux d'elle et n'aurait pas supporté l'existence d'une relation avec un autre. La domotique au service des personnes âgées. Tout est fait pour les maintenir à domicile. Une alternative à la maison de retraite. Une maison témoin va voir le jour à Blois. Et puis enfin les sports et le Tours FC qui se prépare à recevoir une grande équipe Guingamp prétendant à la montée. Il s'agit de la 32e journée de Ligue 2. Tours veut rester sur sa bonne série à domicile. Et on ouvre ce journal avec les résultats en Indre-et-Loire d'une enquête de gendarmerie. 8 personnes ont été placées en garde à vue. Elles seront présentées, ces personnes, demain en comparution immédiate. Un réseau donc de 8 personnes, dont un épicier du Vieux-Tours. Des produits alimentaires, des produits cosmétiques volés sur des étalages et revendus au sein de 2 épiceries. L'une, on vous en parlait, à Tours, l'autre à Paris. Au total, cela représente plus de 16 000 € de produits. L'alimentaire a été donné au Resto du Cœur. Nous reviendrons de façon plus approfondie sur cette affaire demain. On en vient à ce procès aux assises d'Indre-et-Loire qui a débuté aujourd'hui, celui de la tentative de meurtre sur une étudiante mahoraise, place Jean Jaurès. Le 6 février 2011, cette jeune femme de 21 ans était retrouvée poignardée. Elle était restée entre la vie et la mort pendant plusieurs jours et elle a encore aujourd'hui des séquelles. Son agresseur présumé, un étudiant en droit de 23 ans à l'époque des faits, celui-ci s'était apparemment épris d'elle et n'aurait pas supporté de l'avoir fréquenté un autre. Sur place, Aurélie Redon. Dans le box des accusés, Celso Capella Bunga, 26 ans. À l'époque des faits, le jeune homme et sa victime se connaissaient peu. Ils se croisaient simplement à la résidence universitaire du parc Grandmont. Le jeune homme était amoureux de l'étudiante mais n'avait jamais réussi à lui avouer ses sentiments. Pour ce premier jour d'audience, la Cour s'intéresse à la personnalité de l'accusé. Un jeune homme introverti, timide, qui se consacrait à ses études au détriment de sa vie sociale. Un jeune homme qui reste muet sur son enfance, pourtant si singulière. Celso Capella Bunga est né en Angola. Durant toute son enfance, ses parents et ses 5 frères et sœurs vivent la guerre civile au quotidien dans leur pays. Leur cousin sera d'ailleurs exécuté froidement sous les yeux du jeune enfant. Alors qu'il avait 12 ans, ses parents décident de l'envoyer en France, comme ses autres frères et sœurs. Le jeune homme qui devait être recueilli par un ami de la famille sera finalement déposé devant la porte d'un foyer. Du foyer, il sera alors dirigé vers une famille d'accueil, chez laquelle il vivra jusqu'à ses 18 ans. D'après la famille d'accueil, l'enfant est poli, discret, gentil et surtout travailleur. Sa propre personnalité est constituée d'un passé extrêmement douloureux, extrêmement pénible. Qu'on est sur un enfant réellement abandonné par 2 fois, donc qui ne donne absolument plus aucune confiance. Et on le sait pertinemment, ces personnes-là sont particulièrement sensibles et fragiles, notamment au moment de leurs premières aventures, parce qu'ils risquent encore un abandon. Le dépit amoureux a-t-il altéré le discernement de l'accusé? Le passage à l'acte, le coup de couteau porté à la jeune fille, a-t-il un lien avec le passé douloureux du jeune homme? C'est tout l'enjeu de ce procès. Même si c'est terrible, mais il y a quand même un caractère rationnel. C'est pas un passage à l'acte comme ça, sous le coup d'une impulsion, puisque c'était mûri depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois. Volontairement, je n'emploie pas le terme de préméditation, qui est un terme juridique, et je laisse à la Cour de décider s'il y a eu ou non préméditation. Cette enfance passée en temps de guerre civile, la rupture avec sa famille, avec son pays, il semble que dès demain, les avocats orienteront leur défense sur ce sentiment d'abandon qui se rejouait encore une fois dans la vie de l'accusé, alors que l'amour qu'il portait à la jeune fille n'était pas réciproque. Aujourd'hui, sa victime va bien, mais à l'époque, en février 2011, ses jours avaient été comptés. En bref, un homme mis en examen pour homicide volontaire et écroué à Blois. Il s'agit du beau-frère d'un Arménien de 38 ans qui a succombé le 7 mars dernier au centre hospitalier de Blois. Il avait reçu plusieurs coups de couteau. Le beau-frère est donc suspecté. L'oncle de la victime qui a assisté au meurtre a été laissé libre. Il s'agirait d'un différend familial. Et puis un père de famille arrêté par les gendarmes à Saint-Laurent, Nouan, toujours dans le 41. Un homme de 45 ans qui a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d'une affaire de viol sur mineurs. Pour l'heure, 4 victimes présumées ont été identifiées, dont la propre fille du couple et la nièce. Et puis enfin, toujours en bref, un cycliste tué à l'île Bouchard sur la départementale 757. Une voiture l'a percuté par l'arrière. Le cycliste tué était un homme de 68 ans.
Le chantier de la dépendance maintenant, véritable enjeu de société auquel la France n'a pas été vraiment préparée. De plus en plus sont privilégiées des alternatives à la maison de retraite et notamment le maintien à domicile. L'électronique se met au service des personnes âgées. On appelle cela de la domotique. À Blois, une maison témoin va ouvrir lundi avec tous les équipements qui permettent aux personnes âgées de ne pas forcément avoir recours à une aide à domicile. Il faut dire que dans le Loir-et-Cher, on recense plus de 13 000 personnes âgées de plus de 75 ans. Brian Bock. Cette maison, au premier abord, apparaît être plus qu'ordinaire. Sauf qu'à l'intérieur, elle est blindée d'électronique et d'équipements en tout genre. Une centrale domotique qui gère la lumière dans toute la maison, des toilettes ajustables ou encore un monte-escalier. Tous ces dispositifs permettent aux personnes âgées, si elles le souhaitent, de rester le plus longtemps possible dans leur domicile. Ici, vous avez une vitrine qui n'est pas ce que l'on voit dans la vie ordinaire. Le but, c'est de montrer à tous ceux qui viendront la visiter la totalité des différents équipements qui peuvent être installés chez eux. L'équipement le plus important et un des plus innovants est sans aucun doute ce hamac. Fixé à un rail, il permet à la personne âgée dépendante de se déplacer de son lit jusqu'à la salle de bain. Ça leur permet tout simplement de pouvoir faire leur transfert tout seul pour des gens qui sont sur un handicap spécifique. Ils peuvent se mettre dans le hamac tout seul, ils peuvent faire leur transfert vers les toilettes tout seul sans forcément avoir besoin d'une aide humaine à côté. Donc c'est vraiment une aide technique pointue. Unique en France, cette maison appelée Maison Bleue a été réalisée à l'initiative du Conseil général du Loir-et-Cher. Signe d'une politique gérontologique, l'objectif est de présenter les équipements de domotique au grand public afin de maintenir les personnes âgées à leur domicile. L'important, c'est que cette domotique, bien sûr, améliore le confort, simplifie la vie des personnes qui veulent rester à domicile, apporte une sécurité et notre but, c'est de l'installer déjà chez des personnes qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie. Et à travers cette allocation personnalisée d'autonomie, nous allons apporter un financement. Et c'est à partir de 2014 que le département du Loir-et-Cher projette d'équiper en domotique quelques 2300 foyers. Une nouvelle convention signée aujourd'hui entre le Conseil général d'Indre-et-Loire et le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique. Objectif, embaucher de nouveaux travailleurs handicapés et améliorer la situation des agents départementaux des gens en situation de handicap. Plus de 3 millions d'euros seront investis sur 3 ans pour offrir de meilleures conditions d'intégration et de maintien dans l'emploi. Signature en présence notamment, vous le voyez à l'écran, du président du Conseil général d'Indre-et-Loire, Frédéric Thomas. Celui-ci devra, comme les autres, tête d'exécutif, déclarer son patrimoine si la loi sur la moralisation de la vie politique l'oblige. Écoutez ce qu'en pense Frédéric Thomas. Je pense qu'il y a un certain nombre d'élus qui ont fait ces déclarations. Je suis prêt au même titre à le faire. Je ne vois pas pourquoi je m'en cacherais. Est-ce que vous êtes prêt à le faire maintenant ? Dire ce que... écoutez, moi je dispose d'une maison. Et bien entendu une maison, puisque j'habite dans le quartier de Saint-Radegonde, et d'une voiture qui est d'ailleurs qui a quelques années d'existence. Propos recueillis par Brian Bock. Les sports et le Tour FC qui reçoit pour la 32e journée de Ligue 2 une équipe d'envergure. Demain soir au stade de la Vallée du Cher, les Tourangeaux vont devoir batailler face à Guingamp, 3e du championnat et prétendant à la montée. Tours de son côté est 11e avec 38 points et Tours veut rester sur sa belle série à domicile. Écoutez Bernard Blacard, l'entraîneur du Tour FC, il est au micro de Bastien Mathieu. On est sur une bonne série à domicile, on a envie de la continuer. Voilà, on a envie de faire plaisir à notre public, on a envie de jouer, on a envie de montrer que c'était un accident la semaine dernière et que le Tour FC, en tout cas à domicile, est une équipe difficile à battre. Et puis un mot du Tour du Loir-et-Cher. Deuxième étape aujourd'hui entre Villebarou et Saint-Gervais-à-la-Forêt. C'est le Belge Joren Leplat de l'équipe Ventilaire Steriast Cycling qui l'a remporté. On termine ce journal avec du théâtre. Une pièce historique qui se joue demain soir à l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire. Juste une cachette, voilà pour le nom. Le thème est très sérieux. Il s'agit de l'histoire des justes parmi les nations. Une pièce qui traite donc de ces citoyens qui ont caché les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vincent Pifto. Louise et sa mère ont aperçu hier. Ils fouillent le hameau. Allez. C'est l'histoire d'hommes et de femmes qui ont choisi, au péril de leur vie, de secourir des fugitifs sous l'occupation.
La pièce Juste une cachette nous plonge dans l'urgence de la survie et du mensonge, dans les plaies vives des rafles et de ses séparations. Mais pourquoi faut-il nous cacher? C'est parce que t'es juif, tête de linotte. Alors. Pour les plus anciens, très clairement, c'est un contact avec leurs souvenirs. Un des retours qui m'a le plus touchée, c'est des personnes qui, en sortant du spectacle, me disaient « mais il n'y a rien sur scène et pourtant j'ai vu là où j'habitais quand moi j'étais petit en fait ». Avec comme thème les justes parmi les nations, la pièce nous oblige à un devoir de mémoire. Le sujet récurrent de l'occupation a d'ailleurs poussé l'auteur à ne négliger aucun détail historique. Il ne faut pas se tromper de nom de camp, il ne faut pas se tromper de date, parce que c'est une histoire réelle et ça il faut s'en inspirer, mais il y a certains faits qu'il ne faut pas se tromper, quoi. Dans un décor minimaliste, les 5 comédiens nous font remonter 70 ans en arrière pour un moment bouleversant d'humanité. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, dans un instant nous recevons Éric Jaël, président de la Fédération française du bâtiment d'Indre-et-Loire. On va parler notamment du plan de soutien pour le bâtiment qui a été annoncé le 21 mars dernier. À tout de suite.